De montrer ta vie de manière aussi importante? Alors, parce que j'avais envie déjà que les gens comprennent que Snapchat, c'est pas la vraie vie. C'est 10% de notre vie et que derrière tout ça, ben, il se passe plein de choses. Et j'avais aussi envie de montrer aux jeunes femmes et aux personnes qui me suivent que ben on n'est pas si parfait que ça. On est des gens comme tout le monde. Et c'est vrai que sur les réseaux, t'as tendance à entretenir un truc hyper positif, enfin pour ma part, hyper cadré et tout. Et là, j'avais vraiment envie d'enlever le filtre, quoi. Aujourd'hui, tu es en journée promo. Ouais. Donc tu vas rencontrer beaucoup de journalistes. Pourtant, au début, entre les journalistes et toi, ça n'a pas été l'amour fou. Ouais, c'est vrai. En fait, non, c'est même pas ça. C'est que les médias, aujourd'hui, ils ont fait de moi ce que je suis. C'est grâce aux gens, aux médias, à tout ça. Et on va pas cracher dans la soupe. Donc, j'ai quand même beaucoup de respect pour eux. Après, c'est vrai que, ben, voilà, les journalistes, ils cherchent toujours la petite phrase, le petit truc. Et puis, c'est le jeu. Donc, voilà. Je t'ai déjà entendu dire que les médias te prenaient un peu pour une conne. C'était quoi les critiques que tu entendais à ton sujet à cette époque-là? C'était l'Empire du vide. Ça m'a beaucoup marqué, je le répète souvent parce que je sais que voilà, quand je faisais des médias qui étaient quand même assez Libération, Le Monde, l'Express, voilà, qui sont ouverts à tous et beaucoup lus. Et du coup, les journalistes, ils étaient super cool. Et après, je regardais le titre, j'étais là, l'Empire du vide, ça veut dire quoi? Ah ouais, j'ai compris. Donc en fait. Voilà, c'était pas toujours facile. Après, ben j'ai essayé d'évoluer aussi pour montrer d'autres choses. Est-ce que t'as pas un petit peu joué aussi au début de ta carrière de cette image, un petit peu? Oui, bien sûr. Ouais, non, totalement. Bah, j'avais des lacunes, ça se voyait, donc je pouvais pas les cacher. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Bah, autant en jouer. De toute façon, j'ai pas le choix. Et puis après, j'en jouais et moi, j'adore faire rire les gens. Je trouve que le rire, c'est trop bien. Et du coup, il y en a qui ils rigolaient, mais il y en a qui se moquaient aussi. Et l'humour, à quel point ça t'aide à surmonter tout ça? On le voit beaucoup dans le doc aussi. Bah, l'humour, moi, je suis quelqu'un, je me prends pas trop au sérieux, donc voilà, c'est pour ça que les critiques me font pas trop mal. Et puis, il y avait ce personnage qui me protégeait, parce que je me disais, bah, les gens, ils se moquent du personnage, pas de moi, finalement. On voit pas mal de choses dans le docu, notamment l'amour que tu portes à tes proches. Il y a évidemment Thomas, avec qui tu te maries dans le docu. Il y a aussi ton fils Milan, qu'on voit énormément. Ouais. Ça a changé quoi, la maternité, pour toi? Bah, tout. Tout. Ça reste un sujet très sensible parce que, bah, mon fils, c'est ma vie et ça m'a fait grandir, évoluer. Et maintenant, c'est lui ma priorité. C'est-à-dire que d'abord, je regarde son bien-être. S'il est bien, bah, je suis bien. Et ça, pour une personne comme moi, c'était... Enfin, voilà, moi, j'étais centrée sur mon couple, mais sur moi aussi. Et là, ben voilà, ça te fait grandir, t'as peur, tu dois le protéger, l'éduquer, c'est beaucoup de responsabilités. Et comment il va? Parce que j'ai vu qu'il était un peu malade Ouais, cet été. il va bien. Après, c'est un bébé, donc des fois il est malade, t'as peur, tu sais pas comment gérer. Et en fait, t'as plus peur pour lui que toi, quoi. Moi, je suis malade, je m'en fous, mais lui, s'il a mal, non, je veux pas. J'ai vu que vous étiez allé à Disney ce week-end. Ouais, c'est trop bien. Ah ouais, c'est trop bien. Ah, trop. Vous avez fait quoi? Franchement, on a fait trop de trucs. On a fait les attractions. Après, on s'est promené et en fait, c'est magique Disneyland. Surtout à Paris. Bon, après, j'en ai pas fait d'autres, mais déjà Paris, c'est une ville qu'on aime trop. Pour moi, c'est la plus belle ville au monde, mais vraiment. Et le fait d'être là avant un peu les fêtes et tout, c'était un moment magique, vraiment. Est-ce que c'est possible à Paris une vie de parents paisible quand on sait que dans la rue, tout le monde sait qui on est? Comment est-ce qu'on va à Disney quand on est Nabila? Bah avec des gardes du corps, des gens pas pour me protéger moi je m'en fous. Puis les gens ils sont gentils avec nous. Mais bon pour mon fils, voilà, j'ai toujours peur. Mais franchement les gens ils sont hyper sympas. On a croisé plein de gens, ils sont là, ils sont cool, ils nous sourient. Donc non c'est cool. Puis en plus comme on vient pas souvent, quand on voit les gens on est toujours heureux. Parce que du coup, on échange un peu et puis après, on rentre chez nous, quoi. Thomas, comment il vit sa nouvelle vie de père? Ah, Thomas, il s'en sort très bien. Hein. Franchement, mieux que moi parfois. Donc, non, il est super fort et voilà, c'est un papa qui est un papa gâteau. Par contre, il n'arrive pas à mettre des fois des règles. Il est trop gentil mais c'est un très bon père. C'est un père exceptionnel. C'est le père que j'aurais aimé avoir. Tu dis que c'est un papa gâteau. Tu partages souvent votre amour à tous les trois.
Est-ce que son rôle aussi, ça te fait réaliser à quel point c'est important l'amour de ses parents? Parce que toi, tu sais aussi ce que c'est de grandir sans père, puisque toi, tu l'as pas vu beaucoup pendant 10 ans. C'est un des sujets forts du docu. C'est vrai. En fait, le rôle d'un père, il est aussi important que la mère, si ce n'est plus parfois. Parce qu'en fait, le père, c'est le pilier, c'est lui qui va te guider. Et même en tant qu'homme, je pense que c'est lui qui doit te donner tes armes, tu vois, pour t'affirmer, etc. La mère, elle sera toujours là pour t'épauler. Mais ton père, t'en as besoin et il t'inculque les valeurs. Et voilà, comme je dis, Thomas, c'est le père que j'aurais voulu avoir, parce que c'est quelqu'un qui est patient, qui est compréhensible et qui juge pas, et puis qui t'accompagne dans tout, quoi. Il s'est passé quoi pour toi à 13 ans, justement? Bah, en fait, mon père et moi, on est issus de deux milieux complètement différents. C'est-à-dire que moi, voilà, je suis très exposée dans la lumière. Lui, c'est quelqu'un qui est très introverti, très discret. Et donc, du coup, on est deux mondes qui se rencontrent. On n'est pas forcément d'accord sur plein de sujets aussi. Et donc, forcément, c'était très compliqué. Tu l'as pas vu donc, pendant 10 ans, de 13 à 23 ans, si je dis pas de bêtises. Si, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand, à 20 ans, il découvre que sa fille est une star? Bah, il est très énervé parce que lui, voilà, les journalistes, ils faisaient que l'appeler pour lui demander ce qu'il pensait de moi. Et à cette époque, j'étais loin de faire l'unanimité, ce qui est un peu moins le cas maintenant. Et donc, du coup, voilà, il a eu peur et puis il voulait pas du tout rentrer dans ce monde-là. Donc, maintenant, c'est sûr que il me voit mariée, femme accomplie, et puis je lui plais plus sous cet angle. Mais au début, non, c'était pas facile. Ton père, il dit aussi que t'as changé un petit peu d'image, que tu dégages plus la même chose. Justement, comment on fait pour sortir de cette image négative de candidat de télé-réalité? À quel moment tu t'es dit, est-ce que tu te l'as dit déjà, mais comment t'as fait pour sortir de cette image-là? En fait, je pense que c'est des choses qui se font naturellement. Donc, quand t'es un candidat de télé, t'as une image, t'es un peu enfermé dans un rôle, parce que c'est très caricatural, en fait, tout ça, finalement. Et puis, c'est à toi, justement, de dire, bon, j'arrête maintenant et je me reconvertis. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir le faire. Et moi, j'ai eu cette chance, donc j'ai su la saisir. Et puis, j'avais envie d'évoluer aussi en tant que femme, donc on n'est pas pareil à 20 ans qu'à 28 ans, et je pense que ça s'est fait tout seul, en fait. Comment est-ce que Nabila est devenue une marque? Ah, c'est vrai qu'on me répète beaucoup ça. Aujourd'hui, mon nom, c'est une marque, parce que je pense qu'à force de le répéter partout, c'est un peu rentré dans la tête des gens. C'est comme ça qu'on fait une marque, hein, c'est à force de... Voilà, et je pense que j'ai su me servir de ça pour monter mes entreprises et créer ma propre marque par la suite. Est-ce que c'est au moment de la création de ta marque de cosmétiques que tu situes le début de ta réussite ou pas? En tant qu'entrepreneuse, oui, parce que c'est là où je suis devenue chef d'entreprise et que j'ai su le poids qu'était une entreprise, parce que c'est beaucoup de travail. Moi, je pensais que c'était très simple, surtout que je suis pas passée par l'école de commerce. J'ai encore appris sur le tas et je pense qu'il n'y a rien de plus compliqué. Mais je suis très fière et franchement, j'en apprends tous les jours. C'est quoi le plus relou quand on est chef d'entreprise? Ce qui me met un peu mal à l'aise parfois, c'est de devoir diriger des personnes qui ont le double de mon âge, parce que voilà, j'aime pas donner des ordres, j'aime pas voilà, c'est ce rôle un peu de patronne qui est compliqué à gérer. Aujourd'hui, ça représente quoi l'Empire Nabila? L'Empire Nabila. Alors, quand j'ai dit ça, en fait, dans le doc, je voulais dire mon petit empire à moi. C'est pas genre un empire de ouf, mais en tout cas, pour moi, c'est cool. Ça représente, voilà, ses entreprises, ses collaborations, sa famille, ses projets. Et en fait, c'est tout mon monde, quoi. Et t'as combien de salariés aujourd'hui? J'en ai pas mal. Je vais pas tous les citer, mais j'ai une bonne équipe. Et ça représente quoi en nombre d'abonnés au total, Nabila? Là, on est on approche des 7 millions de personnes. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vois ton futur? Est-ce que tu imagines peut-être te mettre plus en retrait dans le futur pour plus te consacrer à la vie de chef d'entreprise, ou rester comme tu es, il n'y a pas de calcul? Comment tu te vois? Je me dis que pour l'instant, je vais rester un petit peu encore sur le devant de la scène. Mais on ne sait pas comment ça peut évoluer. Enfin voilà, nous aussi, notre but aujourd'hui, c'est
d'avoir une grande famille et surtout de se consacrer à nos projets. Après, je suis aussi l'image de ma marque, donc c'est vrai que c'est un peu un genre d'écosystème où tout est relié. Mais non, ça me dérange pas d'être devant et derrière, du coup. Donc, on l'a dit, ton image a beaucoup changé. Donc, il y a ce docu qui va sûrement améliorer les choses à ce niveau. Ou pas. Ou pas. Et pourtant, il y a encore beaucoup de gens qui te voient comme la meuf de Halo. C'est vrai. Tu réagis comment, alors que ça fait 10 ans? Bah, c'est bien parce que franchement, ça reste une phrase qui a fait rire la France entière, qui était marrante. Donc, l'humour, c'est important. Et je sais que c'est un truc qui fera partie de moi toute ma vie, donc je l'assume et voilà. Mais justement, comment tu l'as vécu cet été? Enfin, c'est pas cet été, c'était pendant le premier confinement quand ils ont rediffusé Les Anges 5. Je sais qu'il y a beaucoup de candidats qui n'étaient pas contents. Ah ouais. Toi, comment t'as réagi quand tu t'es revu il y a 10 ans en arrière avec Amélie? Mais en fait, je me suis regardée, j'ai dit, mais c'est qui cette fille? Non, franchement, c'était marrant parce que j'étais vraiment quelqu'un d'autre. Et quand je me regardais, je me suis dit, mais waouh, enfin, l'évolution, parce que j'avais 20 ans, j'étais hyper extravertie et tout. Et ça me met pas mal à l'aise, parce qu'au final, j'étais avec mon mari, je suis encore avec lui, donc il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est que j'ai peut-être développé un peu plus de neurones qu'avant, quoi. Ça, je dois l'avouer. Et t'as déjà revu l'émission de L'amour est aveugle à laquelle t'as participé ou pas? Non, jamais. Pourquoi? Parce que là, j'étais encore... Alors là, j'avais genre 17 ans ou 16 ans. Et c'était... c'est bizarre, des fois, on a l'impression qu'on a plusieurs vies. Genre, quand je regarde ces personnes, genre, c'est pas moi. C'est genre d'autres gens. Mais en fait, c'est moi, tu vois. C'est trop bizarre. Aujourd'hui, malgré toute ta réussite, ton nom ressort encore dans des classements des personnalités les plus détestées des Français. Mm. Pourquoi, déjà? Bah, je sais pas. Après, je pense que les Français, ils aiment pas trop ce qui est différent. Et pourtant, ils l'acceptent quand même. Donc, c'est assez paradoxal. Mais je sais pas. Je pense que il faut rester dans des cases pour être appréciés tous. Et moi, je préfère vraiment être moi-même, quitte à pas plaire. Et comme on dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, non. Et comment t'as vécu justement l'hypersexualisation de ta personne? T'en parles aussi dans le doc? Non, mais en fait, je trouvais que c'était vraiment tout le temps ce rapport au physique. Bon, après, j'étais très jeune, je me mettais beaucoup en avant, donc. Mais c'est vrai que les gens, ils ont tendance à regarder en premier le physique de la personne, et je trouvais ça un peu relou, quoi. Et t'affirmes dans le docu que t'as parfois eu envie de mourir. C'est une phrase hyper forte. Pourquoi? Non, parce que quand t'es jeune, il y a tout le monde qui te tape dessus, qui te critique. Toi, déjà, t'es même pas sûr de qui tu es. T'es en train de te chercher en tant que femme. T'as pas trop tes appuis, tu sais pas trop, t'es en train de te construire et tout. Et t'as ces personnes qui viennent, qui te mettent des coups de bâton, qui te pointent du doigt. Et là, tu te dis, ça se trouve, ils ont raison. Ça se trouve, je suis nulle. Ça se trouve... je dois mourir, et tu lis des trucs, et quand t'es jeune, tu vois, t'es fragile, en fait. C'est sûr que maintenant, ça fait plus le même effet quand t'es vraiment assumée en tant que femme ou en tant qu'homme. Mais quand t'es en train de te construire, t'es jeune et tout, c'est dur. Il y a quelques moments aussi dans le docu où on te voit pleurer, puisque t'as vécu beaucoup de choses. Est-ce que tu sais à partir de quand t'as commencé à être pleinement heureuse? Je pense que c'est... Bon, la naissance de mon fils, ça m'a beaucoup apaisée. Mais, peut-être il y a quelques années, quand je me suis un peu remise en question, j'ai décidé de montrer qui j'étais vraiment. Et surtout quand j'ai fait disparaître ce personnage que j'avais créé. Tu penses qu'il a totalement disparu? Non. Faut pas trop le réveiller parce qu'il risque de revenir vite. Mais non, il fera toujours partie de moi. Mais... pour l'instant, c'est mieux qu'il reste là où il est, quoi.